Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau podcast du tutorat des externes qui concerne la sclérose en plaques. Il s'agit de l'item 104 du référentiel de neurologie R2C 2021. Pour commencer, il faut savoir que la sclérose en plaques est une affection inflammatoire chronique du système nerveux central. Elle survient la plupart du temps chez l'adulte jeune, en général entre 20 et 40 ans. Elle touche la plupart du temps les femmes. Il s'agit d'une maladie multifactorielle ayant une composante génétique, en particulier chez les populations caucasiennes ou chez certains génotypes HLA, et aussi une composante environnementale, en particulier en ce qui concerne le tabac, la carence en vitamine D, le virus d'Epstein-Barr ou certains d'autres paramètres protecteurs tels que certaines parasitoses. Pour ce qui est de la prévalence de la sclérose en plaques, elle touche environ 100 000 patients en France, c'est-à-dire une personne sur 1000. Il y a un gradient nord-sud. En effet, la sclérose en plaques est plus fréquente quand on s'éloigne de l'équateur. On retrouve ainsi 2 fois plus de personnes atteintes de sclérose en plaques dans les pays scandinaves qu'autour du pourtour méditerranéen. Pour ce qui est de la physiopathologie de cette maladie, il faut savoir qu'il s'agit d'une maladie auto-immune. En effet, des clones lymphocytaires autoréactifs vont cibler la myéline. Il existera ensuite une atteinte de l'axone, mais plus tardivement dans la maladie. Cette atteinte de la myéline se caractérise par des plaques de démyélinisation focale disséminées dans la substance blanche du système nerveux central. Les symptômes cliniques des poussées de sclérose en plaques sont étroitement liés à la localisation des plaques, ce qui explique la diversité des symptômes lors de la sclérose en plaques. Il faut savoir que cette démyélinisation n'est pas tout le temps irréversible. En effet, il y a une remyélinisation possible par les oligodendrocytes. Ces derniers expliquent la récupération des poussées. Pour ce qui est de la clinique de la sclérose en plaques, cette maladie se présente de 2 manières, la poussée et la progression. Pour ce qui est de la poussée, elle se définit comme l'apparition de nouveaux symptômes ou la réapparition d'anciens symptômes ou l'aggravation de symptômes préexistants. Tout ceci s'installant de manière subaiguë, c'est-à-dire en quelques heures ou quelques jours, avec une durée minimum de 24 heures et une récupération plus ou moins complète. Par définition, 2 poussées doivent être séparées d'au moins 1 mois. Il faut savoir qu'une fatigue seule ou des symptômes survenant dans un contexte de fièvre ne peuvent pas être considérés comme une poussée. Pour ce qui est de la progression, il s'agit d'une aggravation continue de symptômes neurologiques sur une période d'au moins 6 mois. La sclérose en plaques possède 3 formes cliniques prédominantes. La première est la forme rémitante récurrente. Cette forme est composée exclusivement de poussées, qui peuvent laisser des séquelles. Elle débute vers 30 ans et représente environ 85% des formes de début. La deuxième forme est la forme secondairement progressive, qui correspond à l'évolution de la première forme de sclérose en plaques, qui touche tous les patients initialement rémitants après une période plus ou moins longue de 15 à 20 ans en moyenne. Il s'agit de l'apparition d'une phase de progression à la suite des poussées. La dernière forme est la forme primaire progressive, qui n'affecte que 15% des patients en forme débutante et débute plus tardivement vers 40 ans. Elle se caractérise habituellement par une atteinte médulaire et est d'emblée progressive, c'est-à-dire avec des progressions dès le début de la maladie. Pour ce qui est des symptômes de la sclérose en plaques, il faut distinguer 3 catégories. Les symptômes de la poussée inaugurale, les symptômes de la phase progressive et les symptômes qui accompagnent la poussée ou la phase progressive. Nous allons maintenant détailler les symptômes lors de la poussée inaugurale. Il y a 3 principaux symptômes visibles lors d'une poussée inaugurale. Il s'agit de la myélite partielle, de la névrite optique rétrobulbaire et des lésions médulaires visibles à l'IRM. Commençons par la myélite partielle, qui est caractérisée par des troubles sensitifs de topographie médulaire, parfois associés à des troubles moteurs ou sphinctériens. Ces troubles sensitifs sont d'ordre de picotement, de fourmillement, d'hypoesthésie ou même d'anesthésie, de décharge, de douleur, de sensation de striction ou d'étau, de ruissellement, de chaud ou de froid. Un signe clinique très évocateur de cette myélite est le signe de l'hermite. Il s'agit d'une impression de décharge électrique.
le long de la colonne vertébrale, se déclenchant lors de la flexion de la tête en avant. Il traduit une démyélinisation des cordons postérieurs de la moelle, au niveau cervical. Maintenant, détaillons la névrite optique rétrobulbaire ou NORB. Cette dernière est révélatrice de la maladie dans un quart des cas environ. Il s'agit d'une urgence diagnostique car d'autres pathologies plus graves que la sclérose en plaques peuvent être à l'origine de cette névrite optique. On posera le diagnostic de NORB à l'aide de l'examen ophtalmologique qui fera une mesure de l'acuité visuelle relevant une perte de l'acuité visuelle s'étant installée sur quelques heures à quelques jours, associée à une douleur périorbitaire dans environ 80% des cas. Cette douleur s'aggrave lors de la mobilisation du globe oculaire. L'examen ophtalmologique retrouvera aussi au champ visuel un scotum et une dyschromatographie rouge-vert. Le fond d'œil est normal au début de la maladie dans la plupart des cas, mais peut retrouver un œdème papillaire. Le diagnostic de NORB peut aussi s'effectuer grâce au potentiel évoqué visuel qui montre une augmentation de la latence de l'onde P100, ainsi que par l'IRM du nerf optique qui permet de voir les lésions à l'origine de la perte de l'acuité visuelle. La récupération après un épisode de NORB est complète dans 80% des cas en environ 6 mois. Elle peut être marquée par un phénomène d'UTOF qui se caractérise par une baisse transitoire de quelques minutes de l'acuité visuelle survenant à l'effort ou lors de l'augmentation de la température corporelle. Pour finir avec les symptômes des poussées inaugurales, la lésion médulaire visible à l'IRM est ovalaire, mesure moins de 3 vertèbres de haut et occupe moins de la moitié de la largeur de la moelle. Passons maintenant aux symptômes de la phase progressive. Ils sont dominés par les tableaux de paraparésie spastique, se traduisant par des troubles de la marche, d'apparition plutôt insidieuse, et qui sont le mode de début habituel des formes progressives primaires. Il est à noter que des tableaux d'ataxie progressive sont aussi possibles. D'autres symptômes peuvent accompagner ces symptômes des poussées inaugurales et ceux de la phase progressive. Ils sont en général plus rares au début de la maladie, mais assez fréquents à la phase d'état. Il s'agit d'atteintes du tronc cérébral, des troubles sphinctériens, de la fatigue, des troubles cognitifs, des douleurs neuropathiques et autres types de symptômes neurologiques. Le pronostic de la sclérose en plaques est variable, mais surtout imprévisible pour un individu donné. On dira que la sclérose en plaques est plutôt de bon pronostic chez le patient jeune, sur la forme rémitante, et lorsqu'il y a un long délai entre les premières poussées. Le pronostic sera plutôt mauvais chez un patient ayant ses premières poussées à plus de 40 ans, si la forme est primaire progressive, s'il y a une atteinte motrice initiale ou s'il y a beaucoup de lésions visibles à l'IRM. On définira une maladie active s'il y a eu une poussée ou de nouvelles lésions dans l'année. Les examens complémentaires aidant au diagnostic de la sclérose en plaques sont représentés par l'IRM cérébral, l'IRM médulaire, la ponction lobaire ou les potentiels évoqués. Pour ce qui est de l'IRM cérébral, 4 séquences sont principalement utilisées. La séquence T1 qui montrera des trous noirs dans la substance blanche, la séquence T2 et la séquence FLAIR qui montreront un hypersignal de la substance blanche, séquence T1 injectée au gadolinium montrant un hypersignal d'une lésion récente. Ces lésions peuvent être situées à 4 endroits préférentiels. Soit en périventriculaire, elles seront alors perpendiculaires à l'axe des ventricules, soit en juxtacorticale, dans ce cas elles seront au contact du cortex mais ne respecteront pas les fibres en U, sous-tentorielle, c'est-à-dire dans le cervelet ou le tronc cérébral, ou médulaire. La lésion typique de sclérose en plaques est une lésion de plus de 3 mm, ovoïde et périventriculaire. L'IRM médulaire peut être réalisé d'emblée en cas de suspicion de myélite ou lorsque l'IRM cérébrale est insuffisante pour poser le diagnostic de sclérose en plaques. Ensuite, la ponction lombaire permettra l'analyse du liquide céphalospinal ou LCS. Ce LCS est de type inflammatoire, caractérisé par la production intratécale
d'IgG. Cette production peut être vue par des bandes oligoclonales en isoélectrofocalisation et ou par un index IgG augmenté, c'est-à-dire supérieur à 0,7. D'autres signes moins spécifiques de la sclérose en plaques peuvent être retrouvés lors de l'analyse du LCS. Il s'agit d'une protéinorachie inférieure à 1 g par litre, présente dans environ 25% des cas, ou une cytorachie montrant 4 à 50 éléments mononucléés par millimètre cube. Ainsi, une protéinorachie augmentée mais supérieure à 1 g par litre, ainsi qu'une cytorachie supérieure à 50 éléments par millimètre cube, doivent faire évoquer des diagnostics différentiels de la sclérose en plaques. Pour résumer, l'examen du liquide céphalo-spinal est surtout utile afin d'éliminer un diagnostic différentiel de la sclérose en plaques. Le dernier examen complémentaire pouvant avoir un intérêt dans le diagnostic de la sclérose en plaques sont les potentiels évoqués, qui ne sont effectués que lorsque on a des signes cliniques de sclérose en plaques, mais que l'IRM et la ponction lombaire ne retrouvent rien. Les potentiels évoqués visuels demeurent les plus utilisés au vu de la fréquence de la névrite optique rétrobulbaire. Pour le diagnostic de la sclérose en plaques, il faut impérativement l'association d'une dissémination spatiale et d'une dissémination temporelle. Ainsi, toutes les pathologies n'ayant pas l'association de ces deux éléments constituent les diagnostics différentiels de la sclérose en plaques. Commençons par la dissémination spatiale. Elle peut se voir à la clinique ou à l'IRM. Une dissémination spatiale clinique correspond à l'association de deux syndromes neurologiques localisateurs démontrant deux localisations corticales différentes. La dissémination spatiale à l'IRM se définit comme plus de 2 zones du système nerveux central présentant des lésions. Pour ce qui est de la dissémination temporelle, elle peut elle aussi s'obtenir grâce à des critères cliniques et à l'IRM. Pour ce qui est de la dissémination temporelle d'un point de vue clinique, il s'agit de soit 2 poussées de sclérose en plaques séparées d'au moins 1 mois, soit d'une poussée unique avec des signes cliniques typiques, mais avec des lésions d'âge différents à l'IRM. La dissémination temporelle à l'IRM se caractérise par l'apparition de nouvelles lésions en 1 an, ou alors, grâce à la séquence en T1 injecté gadolinium que l'on a vu précédemment, on peut savoir s'il y a des lésions d'âge différents. Ainsi, on aura des lésions récentes qui prendront le contraste, qui seront à différencier des anciennes ne prenant pas le contraste. Les diagnostics différentiels de la sclérose en plaques sont principalement les épisodes inflammatoires du système nerveux central isolés. Mais ces derniers, comme vu précédemment, ne comporteront pas une association de dissémination spatiale et temporelle. Il y a aussi des maladies systémiques, les maladies auto-immunes telles que celles à anti-MOG ou les névrites optiques auto-immunes, les AVC, les infections, en particulier les méningites et les tumeurs cérébrales. Pour conclure ce podcast, nous allons désormais parler des traitements de la sclérose en plaques. Il y a le traitement des poussées, qui est représenté par une corticothérapie à 1 g par jour pendant 3 jours. Elle n'est pas systématique et ne sert pas à prévenir les nouvelles poussées. Il y a aussi le traitement de fond de la maladie, qui est représenté par des immunosuppresseurs ou des immunomodulateurs. Ces traitements spécifiques de la poussée et de la progression de la maladie sont complétés par des traitements symptomatiques, de la spasticité, des troubles urinaires, des troubles sexuels, de la fatigue et des douleurs. La spasticité pourra être traitée par des antispastiques tels que le baclofène, le dantrolène. Il faut toutefois être prudent avec ces antispastiques et on doit les prescrire à faible dose afin de ne pas aggraver l'état moteur de la maladie par une hypotonie. En cas de spasticité sévère, on pourra faire des injections locales de toxine botulique ou l'implantation d'une pompe intrarachidienne de baclofène. Quoi qu'il en soit, la kinésithérapie permettra de lutter contre l'hypertonie et les déformations imposées par la spasticité.
Pour ce qui est des troubles urinaires, un bilan urodynamique et radiologique est souvent nécessaire. En effet, il est important de les dépister et de les traiter afin d'éviter une atteinte du haut appareil urinaire. Ainsi, en cas d'hyperactivité vésicale, on utilisera des anticholinergiques. En cas de dysurie, on utilisera des alpha-bloquants. En cas de résidus post-mictionnels, on pourra proposer aux patients des autosondages intermittents, puis, plus tard, des injections de toxines botuliques. Il est très important de traiter les infections urinaires, car elles peuvent se compliquer de pyélonéphrite et surtout d'épines intravésicales qui aggravent la spasticité par irritation. Les douleurs provoquées par la sclérose en plaques peuvent être soulagées par des antalgiques classiques, des antidépresseurs tricycliques ou encore certains antiépileptiques. Une prise en charge psychologique ou psychothérapique peut être nécessaire car il existe très souvent un syndrome dépressif associé à cette pathologie. Ce podcast est désormais terminé. J'espère qu'il vous aura plu. À bientôt pour de nouveaux